السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه القراءة الصوتية الجديدة لكتاب L'acteur et le système, l'ouvrage de Michel Crozier et Erhard Friedberg. Deuxième partie, l'organisation et l'environnement. Quatrième chapitre, les limites d'une théorie de la contingence structurelle. Jusqu'ici, l'essentiel dans notre analyse a porté sur ce qu'on pourrait appeler le système d'action interne d'une organisation. À dire vrai, la logique même de la démarche stratégique nous a conduit à déborder ce cadre d'analyse volontairement restreint et à y réintroduire les interférences multiples et inévitables qui s'établissent entre ce système d'action interne d'une organisation et le contexte technique, économique, social et culturel dans lequel celle-ci se trouve insérée. En montrant, d'une part, qu'on ne pouvait comprendre la stratégie d'un acteur au sein d'une organisation qu'en la remplaçant dans l'ensemble des jeux auxquels il participait simultanément, en identifiant d'autre part la maîtrise des relations avec les segments de l'environnement comme une source de pouvoir à l'intérieur d'une organisation. Nous avons fait ressortir, au moins implicitement, la porosité et la fluidité des frontières organisationnelles et la difficulté, sinon l'impossibilité, qu'il y avait à déterminer une fois pour toutes une ligne de démarcation claire et précise entre ce qui est interne et ce qui est externe. Il est donc temps maintenant de dépasser cette simplification de la réalité qui ne pouvait se justifier que dans une perspective analytique pour centrer l'analyse dans cette partie sur les rapports qui s'instaurent entre une organisation et son environnement. Aucune organisation, est-il besoin de le rappeler, n'existe dans l'abstrait. Elle fait partie d'une société donnée qui a atteint un certain niveau de développement technique, économique et culturel qui est caractérisé par une certaine structure sociale et qui charrie certaines valeurs auxquelles ses membres sont plus particulièrement attachés. En circonscrivant et en définissant une série de conditions et d'exigences relatives à leur structure, à leur fonctionnement, ces données s'imposent en quelque sorte aux organisations. Quels que soient en effet leurs objectifs manifestes ou latents, celles-ci ne peuvent en faire abstraction dans la mesure même où, pour assurer leur fonctionnement satisfaisant, elles dépendent doublement de leur environnement. Tout d'abord, elles doivent y trouver des ressources de toutes sortes. Ensuite, elles doivent y placer les produits de toute nature qu'elles ont fabriqués. À travers cette double dépendance, qui peut se subdiviser à l'infini, car ni les ressources nécessaires ni le produit ne sont uniques, mais au contraire multiples et diversifiés. S'affirme en quelque sorte la possibilité et la capacité de sanction que l'environnement détient face aux organisations. C'est pourquoi les données techniques, économiques, sociales et culturelles qui prévalent deviennent contraignantes pour celles-ci. Leur réussite, sinon leur survie, en dépend. C'est une analyse de cette dépendance qui constitue le thème unificateur de tout un courant de recherche à orientation structurelle qui s'est affirmé progressivement au cours des années 60, en réaction notamment
à une approche des organisations trop exclusivement centrée sur l'analyse des processus internes à travers des études de cas qualitatives et quasi ethnologiques. Mieux connu sous le nom de théorie de la contingence structurelle, ce courant de recherche s'est efforcé d'inventorier et de décrire les principales dimensions de cette dépendance et d'en mesurer à l'aide d'analyses statistiques poussées sur des échantillons d'organisation l'importance et l'impact respectifs sur les structures et le fonctionnement des organisations. Deux séries de questions caractérisent en fait sa démarche. Quel type de variables affecte les caractéristiques plus souvent structurelles des organisations et jusqu'à quel point? Quelle est l'influence de ces caractéristiques sur le niveau de performance de ces mêmes organisations? Centré d'emblée sur les organisations en tant qu'entités structurées, qu'elles considèrent comme les seules unités pertinentes pour l'analyse, une telle approche quantitative et apparemment plus scientifique du phénomène organisationnel a permis de souligner utilement l'importance de l'environnement et du contexte, surtout technologique, des organisations pour la compréhension de leurs processus internes. Les recherches menées dans cette perspective ont ainsi apporté une ouverture et un élargissement des analyses organisationnelles à des problèmes qu'on avait eu trop tendance à ignorer auparavant. Mais leur traitement du rapport organisation-situation comme un simple rapport de dépendance unilatéral traduit une démarche et un raisonnement dont le réductionnisme techniciste et les partis prédéterministes conduisent peu ou prou à nier l'autonomie du construit humain sous-jacent à toute organisation. C'est ce que nous voudrions montrer maintenant à travers une analyse critique des travaux les plus représentatifs de ce courant de recherche, avant de nous interroger dans les chapitres suivants sur le fondement, les limites et la signification de cette autonomie du phénomène organisationnel en tant que construit politique et donc culturel, permettant l'intégration des stratégies de pouvoir divergentes des acteurs participants. Premier point, la technologie ou les tentations d'un déterminisme technologique. De tous les facteurs contextuels, tels que l'origine et l'histoire d'une organisation, sa taille, sa technologie, sa localisation, etc., c'est la technologie qui, la première, a fait l'objet d'investigations empiriques, approfondies dans une recherche pionnière de Joan Woodward en Angleterre, sur un très large et un très complet échantillon d'entreprises industrielles dont les sexes. Celle-ci a la première mené à bien une étude empirique fouée de l'influence de la technologie sur les structures organisationnelles et sur les performances des entreprises. Woodward fait intervenir les critères de la complexité et de la prévisibilité des techniques de production employées. À une extrémité de l'échelle se trouve la production unitaire. Par exemple, la mise au point d'un prototype, les petites séries en fonction de commandes spécifiques, caractérisées par la non-complexité et la non-prévisibilité. À l'autre, la production en continu, par exemple la production de produits chimiques dans une entreprise multifonctionnelle. Entre les deux, la production de masse, par exemple la chaîne de montage. L'étude de Woodward fait apparaître
des corrélations statistiques entre ces types technologiques et les structures organisationnelles des firmes étudiées, avec le degré de complexité, prévisibilité des technologies augmente notamment le nombre de niveaux hiérarchiques et la proportion des cadres. Ces résultats correspondent aux hypothèses de départ. D'autres, en revanche, sont inattendus. C'est au milieu de l'échelle et non pas dans les technologies les plus sophistiquées que la spécialisation entre les cadres fonctionnels, les experts hiérarchiques, les administrateurs d'une part, la bureaucratisation des structures d'autre part sont les plus fortes. Pour expliquer ces résultats surprenants, Woodward propose de réfléchir à ce qu'elle appelle le problème essentiel posé par un système technologique et auquel doit répondre la structure organisationnelle. Elle en conclut qu'il n'y a pas de structure organisationnelle bonne en soi, mais des structures adaptées aux problèmes que pose ou aux contraintes qu'impose une technologie donnée. C'est ainsi qu'elle montre que les entreprises qui, dans son échantillon, ne réussissent pas, c'est-à-dire qui ont un taux de profitabilité inférieur à la moyenne de leur catégorie technologique, sont aussi celles dont les caractéristiques structurelles sont les moins typiques de cette même catégorie et vice-versa. Cette relativisation empirique du One Best Way de la théorie classique, un modèle optimal d'organisation quelle que soit la situation, en fonction de la variable technologique, des modèles optimaux en fonction de la technologie utilisée, reste cependant critiquable à plus d'un titre. Sans nous arrêter longuement sur les lacunes et insuffisances de la conceptualisation que Woodward propose de la technologie, soulignons simplement les dangers d'un déterminisme technologique auquel risque d'aboutir une interprétation simpliste de ces résultats, au terme de laquelle les exigences d'une technologie, via la contrainte de la performance, déterminent les structures organisationnelles. Un tel impérialisme technologique est démenti par les résultats propres des recherches de Woodward. En effet, relativement nombreuses sont les entreprises qui, malgré des taux de réussite inférieurs à la moyenne de leur catégorie, subsistent et maintiennent leur structure atypique par rapport à leur catégorie. La simple existence de telles aberrations suffit à montrer que le marché n'est pas cet univers darwinien où ne survivent que les plus aptes, que donc la contrainte de la performance est moins forte et par contre-coup, la marge de manœuvre réelle laissée par la technologie est plus large que ne le postule une telle interprétation. Bien qu'essentiellement théorique et non empirique, nombre de travaux de Perrow se situent dans une orientation semblable. Partant d'une conceptualisation plus proprement sociologique de la technologie, il a proposé un cadre comparatif pour l'étude des organisations fondé sur une typologie des liens existants entre les techniques de production entendues au sens le plus large et les structures et modes de fonctionnement des organisations. Dans sa démarche, là où les technologies utilisées dans une organisation donnée peuvent se conceptualiser comme des processus dans lesquels les inputs divers, les matières premières, qu'elles sont matérielles comme dans une entreprise industrielle, ou humaines comme dans le cas d'écoles ou d'hôpitaux psychiatriques ou autres, sont transformées par un traitement approprié que les membres de l'organisation doivent rechercher. Deux variables clés définissent donc la nature d'une technologie. La première
a trait à la nature même de la matière première, c'est-à-dire essentiellement sa variabilité que l'on peut opérationnaliser par le nombre et la fréquence des exceptions auxquelles l'organisation ou l'individu chargé de l'opération doit s'attendre. La deuxième recouvre la nature de la recherche à laquelle doivent se livrer les membres d'une organisation pour trouver une solution appropriée aux problèmes posés par la transformation de la matière première. En croisant ensuite ces deux variables, après les avoir dichotomisées en input, comportant peu ou au contraire beaucoup d'exceptions à la règle, en comportement de recherche analysable ou au contraire non analysable, Perot obtient quatre grands types de technologies. Limitant son analyse à un seul secteur d'entreprise, la production, et à deux groupes seulement dans ce secteur, l'encadrement moyen et la maîtrise, Perot montre ensuite que chacun de ces quatre types comporte des conséquences très précises sur quatre dimensions organisationnelles principales. La marge de manœuvre laissée à chacun des deux groupes, leur pouvoir, les processus de coordination utilisés en leur sein, leur degré d'interdépendance. Bref, chacun de ces types correspond à une certaine structure organisationnelle et entraîne des modes de comportement déterminés. L'intérêt évident d'une telle conceptualisation originale de la technologie ne doit pas cacher les limites du modèle proposé par Perot. Tout d'abord, il comporte une série de simplifications qui ont limite singulièrement la validité opérationnelle. D'une part, en effet, on peut penser que le plus souvent plusieurs types de technologies coexisteront au sein d'une organisation donnée. Comment alors déterminer leur influence respective? D'autre part, et surtout la dichotomisation des deux principales variables, définissant une technologie ne doit pas induire en erreur. En réalité, il s'agit bien sûr de deux continuums dont la combinaison donnerait en fait lieu à une infinité de variantes structurelles possibles que le modèle ne permettrait plus ni d'inventorier ni d'interpréter. Ensuite, en définissant la technologie à partir d'un ensemble de dimensions considérées implicitement comme des faits objectifs qui s'imposent aux acteurs sans que ceux-ci aient aucune prise sur eux, un tel modèle se cantonne dans une perspective statique et se donne comme résolu le problème qu'il s'agit précisément de comprendre et d'expliquer, celui de savoir pourquoi, comment et dans quelles limites les caractéristiques d'une technologie deviennent contraignantes pour les acteurs et dans quelle mesure, au contraire, ceux-ci peuvent jouer avec ces contraintes. Car, de toute évidence, la variabilité de la matière première, pas plus que le caractère analysable ou non analysable d'un search behavior, ne sont des données immuables et intangibles auxquelles les acteurs ne peuvent que s'adapter passivement. Ces deux dimensions constituent elles-mêmes des enjeux dans les négociations et marchandages entre les acteurs organisationnels concernés et en tant que tels reflètent aussi en partie les règles du jeu qui prévalent dans les systèmes d'action sous-jacents à une organisation ou à ses différentes sous-unités. L'exemple déjà analysé des ateliers du monopole industriel illustre clairement ce point. Comme l'ont montré d'autres enquêtes menées dans des entreprises comparables, utilisant la même technologie au sens de Perot, voire les mêmes machines, l'importance stratégique des pannes n'y est pas seulement, ni même avant tout, une donnée technique. Cette importance, ce sont les ouvriers d'entretien qui leur donnent en faisant disparaître les diagrammes des machines, les instructions d'entretien, en veillant jalousement et avec les moyens que l'on sait à conserver leur monopole d'entretien, etc. Je n'ai pas ce livre PDF,
en format PDF. Mais de toute façon, j'essaie juste de faire une lecture audio de cet ouvrage. Bref, tout autant qu'une donnée technique, ces pannes sont une donnée humaine, indissociablement liée au mode de négociation entre groupes et au type de jeu qui prévalent dans le monopole. C'est pour avoir méconnu cet aspect essentiel dans son modèle technologique que Perrault ne parvient pas réellement à intégrer le changement dans son analyse, autrement que sous la forme d'un postulat général selon lequel, dans un but d'efficacité, les organisations tentent, consciemment ou inconsciemment, d'ajuster le mieux possible les structures aux technologies. On voit immédiatement les relents déterministes et les dangers de réification que comporte un tel recours au Deus ex machina des besoins ou des volontés des organisations conceptualisées comme des systèmes naturels. Il faut en effet s'entendre. Ou bien l'utilisation du mot tente sous-entend que les organisations pourront ne pas parvenir à établir un tel ajustement, auquel on ne voit pas ce qu'ajoute cette hypothèse au schéma, ni même à la limite pourquoi on prend la peine de la présenter. Ou bien ce mot signifie effectivement un lien de détermination. Et dans ce cas, les dangers signalés plus haut sont bien réels. Et le raisonnement qui sous-tend le modèle tombe sous les mêmes critiques que celles adressées à Woodward. Deuxième point dans ce chapitre, le contexte organisationnel ou les dangers d'un déterminisme multivarié. C'est l'influence d'autres facteurs contextuels et notamment de l'un d'entre eux, la taille organisationnelle, qui se trouve au centre des travaux de Peter Blow, qui, après ses premières recherches très différentes sur la bureaucratie, s'est progressivement tourné vers cette approche structurelle. C'est également ce facteur qui se trouve au centre des recherches d'un certain nombre d'auteurs anglo-saxons comme Richard Hall, Derek Pugh, David Hickson, entre autres. C'est probablement Peter Blow qui présente l'argumentation la plus élaborée et la plus ambitieuse concernant les effets structurels de la taille organisationnelle. À partir d'une étude quantitative de toutes les agences d'emploi et de leurs sous-unités aux États-Unis, il se propose de formuler une théorie formelle et déductive de la différenciation structurelle des organisations de point de vue notamment spatial, fonctionnel, hiérarchique et occupationnel. Ces conclusions, relativement simples, pourraient se résumer ainsi. Avec une intensité et un effet déclinant, l'accroissement de la taille des organisations entraîne une différenciation structurelle plus grande. D'où un double effet. D'une part, une économie de personnel administratif dans la mesure où une plus grande homogénéité des tâches à l'intérieur des unités facilite le contrôle. D'autre part, une augmentation du personnel administratif dans la mesure où une plus grande différenciation exige davantage de coordination. Cependant, des mécanismes autorégulateurs existent qui, en limitant l'accroissement de la taille organisationnelle, viennent modérer l'effet de différenciation structurelle, permettant d'éviter que les bénéfices d'une plus grande différenciation ne soient compensés, et au-delà, par un accroissement des coûts de coordination administrative. Nous ne reprendrons pas ici les critiques féroces et malheureusement justifiées que Chris Argyris
a adressé aux derniers travaux de Bloch. Cela nous semble, quant à nous, une illustration particulièrement parlante des pièges formalistes qui guettent constamment une recherche organisationnelle fondée sur de telles prémices structurelles. En effet, on ne peut manquer d'être frappé par la disproportion entre l'ampleur des moyens mis en œuvre par Bloch et la minceur, pour ne pas dire la banalité, de ces résultats qui ne vont guère au-delà de ce qu'enseignait déjà la théorie classique des organisations et qui reste critiquable à plus d'un titre, même si l'on accepte cette perspective très limitée. Bien que dans les résultats de leurs travaux, le facteur taille tienne également une place importante, sinon prééminente. Pugh, Hickson et autres se refusent à lui accorder d'emblée cette place centrale, critiquant ce qu'ils appellent une approche unitaire ou unidimensionnelle qui conduit à privilégier a priori une variable contextuelle, la technologie, la taille, les objectifs, etc., d'une organisation, aux dépens de toutes les autres. Ils plaident, eux, pour une approche multidimensionnelle, pour saisir l'influence du contexte sur les structures organisationnelles. Dans leur recherche sur un échantillon d'organisations de travail, Work Organizations, dans les Midlands autour de Birmingham, en Angleterre, 7 facteurs contextuels: origine et histoire de l'organisation, le type d'appropriation et de contrôle, la taille, la charte, la technologie, la localisation et la dépendance à l'égard de l'extérieur ont ainsi été utilisés comme variables indépendantes dans une analyse de régression multivariée en vue de prédire 3 grandes dimensions structurelles préalablement établies de façon empirique. Structuration des activités, concentration de l'autorité et line control of workflow. À partir des résultats de cette analyse, les auteurs montrent que la structure organisationnelle est un phénomène essentiellement multidimensionnel et que par conséquent, un concept unitaire tel que celui de bureaucratie n'a plus qu'une utilité limitée puisque les structures organisationnelles peuvent varier sur chacune de ces dimensions. De même, il relativise et complète les conclusions de Woodward en montrant que la technologie n'a d'effet direct et important que sur les variables structurelles directement en prise sur les flux de travail. Plus l'organisation est petite, plus les effets structurels de la technologie sont larges, mais plus l'organisation est grande et plus d'autres facteurs tels que la taille ou la dépendance auront des effets d'ensemble importants et plus les effets propres de la technologie seront restreints. À travers cette revue, qui n'est pas exhaustive, de quelques travaux particulièrement significatifs de cette perspective de recherche, on voit bien le projet général qui la sous-tend. Il s'agit ici d'étudier de façon systématique et, si possible, statistique, les relations existantes entre différents facteurs contextuels et notamment la taille organisationnelle et les structures organisationnelles pour développer à partir de là des lois causales expliquant les variations structurelles empiriquement observables des organisations. De prime abord, les apports de telles analyses ne sont certes pas négligeables. Elles ont notamment permis de mettre en évidence la multiplicité des influences du contexte sur les structures des organisations, d'en mesurer plus précisément la complexité et de relativiser ainsi une approche centrée trop exclusivement sur les contraintes imposées par la technologie.
Cependant, force est de constater que leurs résultats restent partiels. Après tout, même des analyses multivariées laissent inexpliquée une part appréciable de la variance structurelle. Donc que leurs résultats restent partiels, que leur valeur explicative reste faible et fragile et qu'elle comporte des conséquences normatives fallacieuses, sinon dangereuses. Cela tient en premier lieu au caractère formaliste de ces recherches. En effet, se contentant d'articuler des corrélations statistiques entre variables structurelles et contextuelles dans des modèles formels d'évolution structurelle des organisations, elles font des structures organisationnelles, c'est-à-dire en fait des caractéristiques de la structure formelle qui dans la réalité se prêtent le plus facilement à une étude quantifiée, la seule médiation entre les variables contextuelles et les performances des organisations. Elles accordent à ces caractéristiques formelles une valeur explicative privilégiée, sinon exclusive. Or, de toute évidence, une telle assimilation de la réalité organisationnelle aux arrangements prévus par la structure formelle, au sens le plus large, est abusive et ne résiste pas à une vérification empirique, même superficielle. Celle-là montrerait au contraire la force et l'importance des processus informels qui se développent précisément parce que la structure formelle ne règle pas tout et que les acteurs disposent toujours d'une marge de manœuvre qu'ils utilisent pour interpréter, manipuler et biaiser les prescriptions qu'elle contient. Il est sans doute inutile de s'appesantir longuement sur ce problème que nous avons illustré amplement dans la partie précédente. Ce point, cependant, est d'importance, car l'incertitude quant au statut et à l'impact précis des phénomènes mesurés conduit légitimement à s'interroger sur la signification même des mesures proposées et des modèles qu'elles fondent. Que mesure-t-on précisément, par exemple, en se servant d'un score de formalisation que l'on a établi en comptant le nombre de documents écrits existant dans une organisation donnée? Que signifie d'autre part un score de spécialisation défini par le nombre de services spécialisés dans chacune des 16 fonctions organisationnelles, ou un score de centralisation déterminé à partir d'une analyse des niveaux différents auxquels peuvent se prendre près de 40 décisions types et que ces mesures nous apprennent-elles sur les modèles de relations et sur les modes de fonctionnement caractéristiques des mêmes organisations. Dès lors, comment doit-on interpréter les résultats comment doit-on interpréter les résultats d'une comparaison internationale de Exxon et autres, d'où les auteurs concluent que le contexte des organisations est culture free, c'est-à-dire chargé des contraintes qui s'imposent de façon comparable, quels que soient les univers culturels des sociétés dans lesquelles sont placées les organisations. À la lumière de ce qui précède, ne peut-on pas penser que cette concordance est finalement peu significative et qu'à la limite de la validité internationale, sinon universelle, des relations établies par le modèle n'est que la contrepartie et le reflet de son formalisme? C'est leur préoccupation quasi exclusive des caractéristiques formelles des organisations qui explique aussi pourquoi ces recherches n'arrivent guère à dépasser une, une description statique de la réalité. Le kitab
غير متوفر بصيغة الPDF. Au mieux, elle se borne à présenter une série de corrélations statistiques entre les structures organisationnelles traitées comme variables dépendantes et les facteurs contextuels, corrélations qui nous apprennent à peu près rien sur la seule question qui compte, à savoir comment, à quelles conditions et à travers quels mécanismes de médiation ces facteurs contextuels affectent et modifient, et dans quel sens les règles du jeu qui gouvernent les interactions dans le système d'action sous-jacent à l'organisation. Au pire, de telles recherches, en interprétant les corrélations comme des relations causales, aboutissent à une conception extrêmement mécaniste et déterministe du changement organisationnel. La tentative de Puig et autres de construire à partir des résultats de leur analyse factorielle une séquence causale de développement organisationnel est une illustration de cette façon de procéder. Des problèmes qu'elle soulève et des écueils qui la menacent. D'une part, et les auteurs y insistent eux-mêmes, les associations qu'ils établissent et la classification qu'ils proposent sur cette base sont purement descriptives et ne permettent en rien d'expliquer ce développement. Une telle explication ne pourrait se fonder que sur la connaissance qualitative des processus sous-jacents, connaissance que des corrélations statistiques ne fournissent pas. Mais d'autre part, l'ambiguïté que laissent planer les auteurs est significative à cet égard. Leur tentative montre bien les risques qui menacent constamment de telles recherches de tomber dans un déterminisme relativement simpliste du type tel facteur contextuel, telle structure organisationnelle. À cet égard, l'utilisation de procédés multivariés ne fait qu'étendre le champ de déterminants recensés et analysés. Elle ne change pas le mode de raisonnement. Or, de toute évidence, celui-ci est inadéquat pour saisir un phénomène social aussi complexe que les organisations et en rendre compte, non pas que le contexte ne constitue pas une contrainte, c'est précisément parce qu'il n'est que cela, c'est-à-dire un ensemble de facteurs limitant, mais n'éliminant jamais complètement la capacité de choix des acteurs organisationnels, que le contexte ne peut légitimement être considéré comme déterminant les structures, voire les modes de fonctionnement des organisations. Troisième point dans ce chapitre, les contraintes extérieures ou l'adaptation des organisations aux exigences de leurs environnements. Ce sont les types d'équilibre qui s'instaurent entre les structures et les modes de fonctionnement interne des organisations et différents états de leurs environnements économiques et sociaux, et plus généralement les contraintes découlant des nécessités et des difficultés des rapports à l'environnement qui forment le centre d'intérêt des recherches très diverses que nous allons maintenant aborder. Dans une des premières recherches consacrées à ces problèmes, Burns et Stalker s'interrogent sur le degré d'adaptation de structures organisationnelles plus ou moins bureaucratiques à différents états dans l'environnement économique et social. À partir de l'étude d'une vingtaine de firmes britanniques opérant des différents types de marchés, ils dégagent deux modèles typiques d'organisation, chacun adapté plus particulièrement à un certain état de l'environnement économique et social. D'un côté, ils décrivent ce qu'ils appellent le modèle mécanique d'organisation,
caractérisé par un organigramme très élaboré et contraignant, une très faible communication, une très forte centralisation du pouvoir de décision au sommet. À ce premier modèle s'oppose point par point le modèle organique d'organisation. Donc c'est Burns et Stalker qui proposent deux modèles d'organisation, le modèle mécanique et le modèle organique, à partir des différents états de l'environnement économique et social dans lequel se situe une organisation. Les auteurs montrent que le modèle mécanique a tendance à apparaître dans une situation caractérisée par un environnement stable. Donc quand il y a un environnement stable, on a un modèle d'organisation qui, qui est dit mécanique. Alors que le modèle organique est une réponse possible ou nécessaire à un environnement socio-économique turbulent, turbulent, qui n'est pas stable. Selon une démarche semblable, mais avec une volonté plus affirmée de formalisation et de conceptualisation, Emery et Trist soulignent les interrelations causales des éléments dans l'environnement. Ils distinguent 4 types d'environnements selon leur taux de changement et la prévisibilité de leurs orientations: calme et dispersé, calme et groupé, perturbé et réactionnel, enfin turbulent. Donc ils décrivent, Emery et Trist, ils distinguent 4 types d'environnements selon leur taux de changement et de la prévisibilité de leurs orientations. Donc il y a le type calme et dispersé, deuxième type calme et groupé, troisième perturbé et réactionnel, et enfin le type turbulent. Chaque environnement correspondant en gros à une structure économique du marché constitue une trame causale pour la structure de l'organisation et le type de rapport qu'elle établit avec l'extérieur, jusqu'à devenir lui-même une matrice organisationnelle dont les régulations propres régissent les interactions entre les organisations en présence. Avec un autre point de départ, Paul Lawrence et Jay Lorsch arrivent à des conclusions comparables. Leurs analyses partent d'une réflexion sur la contradiction fondamentale entre, d'une part, la nécessité d'une différenciation organisationnelle entendue au sens large pour pouvoir traiter valablement et efficacement avec un environnement lui aussi fractionné, et d'autre part, la nécessité d'intégration organisationnelle, c'est-à-dire de procédures permettant de maîtriser les tendances, centrifuges et de résoudre les conflits nés de la différenciation. La conclusion à laquelle aboutissent Lawrence et Lorsch est simple. Il y a une relation fondamentale entre A, les variables externes, c'est-à-dire l'incertitude, la diversité et la nature des contraintes de l'environnement; B, les états internes de différenciation et d'intégration; C, les procédures de résolution des conflits. Et dans la mesure où les structures et procédures organisationnelles d'une entreprise tiennent compte de cette relation, elle atteindra un niveau de performance plus ou moins élevé. En d'autres termes, il n'y a pas de recette universelle en la matière. La bonne dose d'intégration et de différenciation dépend des caractéristiques de l'environnement et des problèmes qu'il pose à l'organisation. Celle-ci est contingente. Expression et manifestation de l'acceptation croissante en même temps que de l'utilité d'une perspective de système ouvert dans les études organisationnelles. Ces recherches ont considérablement fait progresser notre compréhension des organisations, mais elles restent encore prisonnières d'une conception de l'environnement comme un ensemble de facteurs impersonnels dont les caractéristiques
objectives s'impose en quelque sorte d'emblée et automatiquement aux organisations. Il en découle une conception unilatérale des influences de l'environnement qui, en négligeant ou en méconnaissant les possibilités des organisations de jouer avec les exigences et contraintes de l'environnement, voire de les manipuler à leur tour, privilégie plus ou moins explicitement les processus d'adaptation des organisations. Car, de toute évidence, l'environnement n'est pas un champ unifié et homogène. Il est constitué au contraire par une multiplicité de champs fractionnés, sinon cloisonnés, les uns par rapport aux autres, et qui charrient des exigences fluctuantes, ambiguës et souvent divergentes, sinon contradictoires. Il en découle un premier élément d'indétermination et donc de liberté et de choix dans la relation entre une organisation et son environnement. Comme l'a justement souligné Child dans une excellente critique du Structural Contingency Model. Mais il faut aller plus loin et s'interroger sur cette relation même. En effet, pas plus qu'une organisation, les exigences de l'environnement ne sont des facteurs désincarnés qui s'imposent à l'organisation par des mécanismes impersonnels et ou automatiques. Elle ne devient contraignante pour une organisation et à la limite n'existe qu'à travers leur actualisation dans l'action d'un certain nombre d'individus ou de groupes, bref, d'acteurs sociaux placés à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation stricto sensu qui consciemment ou inconsciemment les incorporent et les utilisent dans et pour leur stratégie personnelle. Ce point avait été déjà amplement souligné par Chandler dans les conclusions qu'elle avait tirées de son étude de l'histoire institutionnelle de quelques firmes géantes des États-Unis. DuPont de Nemours, General Motors, Standard Oil, New Jersey et Sears Roebuck. Chandler montre que la stratégie d'une firme dans le temps détermine sa structure et que cette stratégie, à son tour, doit s'analyser comme la volonté de cette firme d'utiliser ses ressources au mieux en fonction des possibilités du marché. Certes, il souligne à plusieurs reprises l'importance des changements dans l'environnement pour le choix d'une nouvelle stratégie, voire fait de ces changements un facteur clé dans le choix de nouvelles structures, mais en faisant intervenir la variable intermédiaire de la stratégie, il insiste en même temps sur le caractère médiatisé des influences extérieures. Pour lui, les exigences de l'environnement n'ont d'influence sur la structure des organisations que dans la mesure et jusqu'au point où elles sont reprises dans les stratégies de celles-ci, telles qu'elles sont formulées par leurs dirigeants, ou pour reprendre la formulation de Siert et Marsh, par leur coalition dominante. On pourrait interpréter dans le même sens une série de résultats des études déjà citées de Burns et Stalker, qui s'inscrivent en faux par rapport à leur hypothèse de départ. Dans leur échantillon, ils ont en effet trouvé des entreprises où les changements dans l'environnement non seulement n'ont pas entraîné les modifications organisationnelles auxquelles on aurait pu s'attendre, mais où, de surcroît, on voit le modèle mécanique accentuer tous ces traits malgré ou peut-être à cause des changements très importants qui ont rendu leurs environnements beaucoup moins stables et réguliers qu'auparavant. Et leur tentative d'expliquer ces écarts surprenants à travers l'analyse des systèmes de pouvoir et de prestige sous-jacents au mode de fonctionnement de ces organisations souligne indirectement
le caractère politique des rapports à l'environnement et les éléments de liberté et d'autonomie dont dispose toute organisation face aux exigences extérieures. Quatrième point, l'organisation devant les contraintes de sa situation. Adaptation unilatérale ou interstructuration. Résumons-nous. Quels étaient les mérites de la théorie de la contingence structurelle Résumons-nous. Quels étaient les mérites de la théorie de la contingence structurelle qui a certainement correspondu à un important renouvellement conceptuel et surtout pratique des études organisationnelles. Elle nous semble pourtant reproduire, fût-ce sur un autre plan, ce qu'on pourrait appeler le biais techniciste de la théorie classique des organisations. Certes, la démarche suivie et les moyens mis en œuvre sont ici autrement complexes. Il ne s'agit plus d'appliquer des principes a priori, mais de procéder à une évaluation empirique serrée de la situation en vue d'identifier les exigences auxquelles il faudra répondre et les problèmes qu'il faudra résoudre dans et par le développement de structures organisationnelles efficaces parce que adéquates. Pour être plus sophistiqué, une telle perspective, en analysant les problèmes en termes économico-techniques et en privilégiant plus ou moins explicitement les aspects structurels du fonctionnement des organisations, n'en exclut pas moins du champ de ces réflexions une interrogation pourtant fondamentale, celle sur les acteurs qui, concrètement, ont à faire face à et à résoudre ces différents problèmes, au mieux les systèmes de relations et de négociation sur les modèles de jeu à travers lesquels ceux-ci devront y faire face et dont les contraintes propres conditionneront toujours les types de solutions possibles. Comme auparavant, on reste dans une perspective étroitement économique et technique qui voit dans l'efficacité des organisations une simple fonction de l'adéquation plus ou moins optimale de leur structure aux caractéristiques traitées comme objectives de leur situation. Méconnaissant l'autonomie et donc les contraintes propres du construment sous-jacent à une organisation, une telle optique technicienne est intimement liée à un mode de raisonnement dont les présupposés déterministes sous-jacents aboutissent en fin de compte à réduire le changement organisationnel à un processus quasi mécanique d'adaptation unilatérale. En effet, partant de la constatation que le degré d'adaptation des caractéristiques structurelles d'une organisation aux données techniques ou économiques de sa situation conditionne, voire commande sa capacité d'atteindre le niveau d'efficacité et de performance nécessaire à sa survie et à sa réussite, on déduit que pour maintenir sa capacité de survie face à un environnement changé, cette organisation n'aura d'autre possibilité que de changer sa structure. De cette première proposition, qui mériterait déjà d'être spécifiée, on en arrive un peu vite à la conclusion que, sous peine de tolérer une moindre performance, voire de péricliter à plus ou moins long terme, une organisation devra nécessairement et toujours chercher à optimiser l'ajustement entre sa structure et les exigences véhiculées par sa technologie ou son environnement. En d'autres termes, le changement organisationnel se fera en réponse aux impératifs fonctionnels des besoins de survie et d'efficacité des organisations conçues comme système naturel. Pour séduisant qu'il soit de prime abord, un tel raisonnement repose sur deux postulats largement implicites.
Le premier de ces postulats veut que le marché, en tant que mécanisme de sanction de l'environnement, ne laisse survivre que les organisations les plus aptes, que par conséquent, dans un environnement fondamentalement hostile, le seuil de la survie d'une organisation soit plus ou moins identique à celui de sa réussite. Le deuxième considère que les arrangements structurels ont une incidence décisive sur le niveau de performance d'une organisation. Or, ni l'un ni l'autre de ces deux postulats ne résiste à l'épreuve d'une vérification empirique. D'une part, et d'abord, la réussite n'est une contrainte. La réussite n'est une contrainte, ni aussi impérative, ni aussi étroitement définie que semblent le penser les théoriciens de ce courant. Au contraire, comme le montre la présence dans les échantillons de Woodward ou de Lawrence et Lorsch d'entreprises fonctionnant sur un mode non typique à moindre performance, la différence peut être grande entre le niveau de performance nécessaire et à la réussite d'une organisation est celui indispensable à sa survie. Cette différence définit la plage de tolérance de l'environnement, c'est-à-dire la marge de manœuvre à l'intérieur de laquelle une organisation est relativement libre de fixer ses propres objectifs et ses propres normes de performance qui correspondront le plus souvent à un niveau d'efficacité seulement satisfaisant et non pas optimal. D'autre part, et ensuite, les recherches empiriques montrent précisément que les arrangements structurels n'ont finalement que des incidences faibles et indirectes sur le niveau de réussite d'une organisation. C'est ce qui semble ressortir des travaux de Cave sur les facteurs de réussite de l'industrie anglaise. De même, les travaux ultérieurs de Lawrence et Lorsch semblent indiquer que la bonne dose d'intégration et de différenciation peut être obtenue à travers une gamme relativement large d'arrangements structurels. Bien plus, les recherches Penning suggèrent que des organisations non adaptées aux données objectives de leur situation réussissent très bien et que donc les prescriptions normatives du modèle ne peuvent s'appuyer sur aucun déterminisme empirique. Il faut donc bien se rendre à l'évidence. Il y en a cette matière, il faut donc bien se rendre à l'évidence, il y a en cette matière aucun déterminisme, aucune automaticité. L'ensemble structuré de rapports humains qui s'entendent l'organisation et qui seul lui donne vie n'est pas façonné passivement par des contraintes situationnelles. Il obéit à sa propre logique, à sa propre rationalité, car il correspond à un ensemble de relations de pouvoir articulées sous forme de jeux dans le cadre desquels des acteurs relativement autonomes poursuivent leurs intérêts divergents et négocient leur participation à l'ensemble. Et selon les fonctions qu'ils occupent, selon les sources de pouvoir qu'ils contrôlent, ces acteurs seront tout naturellement amenés à agir en sorte que les solutions adoptées pour résoudre les problèmes posés par la technologie d'environnement, bref, la situation, soient compatibles avec au moins le maintien de leur propre capacité de négociation au sein de l'organisation. En d'autres termes, la perception de ces problèmes et la réponse qui y sera apportée seront en fonction des stratégies des acteurs à l'intérieur des jeux auxquels ils participent au sein de l'organisation et dans leur relation avec l'extérieur. En fait, on est en présence de toute autre chose que d'une adaptation unilatérale de l'organisation aux contraintes de sa situation.
Comme dans tout processus concret d'interaction, on se trouve devant des mécanismes d'échange et d'influence réciproques, à travers lesquels l'organisation structure sa situation au sens le plus large, tout autant qu'elle est structurée par elle, ou mieux à travers lesquels une organisation, en s'adaptant à sa situation, la constitue et l'institue à son tour. Poser le problème ainsi, il faut le souligner, ne revient pas à nier la prégnance des contraintes situationnelles sur le système d'action d'une organisation. C'est tout simplement intégrer celle-ci dans un champ d'investigation plus vaste qui permette de leur rendre leur véritable statut, celui des contraintes limitant la rationalité et la liberté de choix des acteurs, mais ne l'éliminant pas. Et il s'agit alors de rechercher plus concrètement comment, à quelles conditions et dans quelles limites le type de solution apportée au problème posé par la situation affecte les capacités de négociation et les possibilités de jeu des différents acteurs au sein de l'organisation. Et inversement, comment et dans quelles limites la logique du jeu organisationnel détermine les réactions et réponses aux contraintes de la situation, voire ces contraintes elles-mêmes. Tout comme le fonctionnement interne d'une organisation, les solutions apportées aux problèmes posés par son environnement au sens large constituent des construits politiques et culturels et doivent être analysés comme tels. Pour sortir de la perspective scientiste étroite dont reste prisonnière une approche en termes de contingence structurelle et pour échapper aux implications déterministes qu'elle entraîne aussi bien en ce qui concerne les structures qu'en ce qui concerne l'évolution, il faut en fait opérer un véritable déplacement de l'objet d'étude. Ce n'est pas tant le système d'action interne soumis à des déterminants de la situation qu'il faut étudier que les mécanismes de régulation gouvernant l'ensemble du système organisation-environnement dont la structuration en réseau de pouvoir et d'échange reliant les divers acteurs concernés est alors passible du même type d'analyse en termes de pouvoir et de stratégie des acteurs que celle déjà utilisée pour étudier le système d'action interne d'une organisation. Voilà, j'arrive à la fin de ce chapitre-là. Dans le prochain épisode, je vais lire le chapitre 5 intitulé Le rapport à l'environnement comme processus de pouvoir et d'échange, les transactions à la frontière.